je vous retrouve enfin pour vous tourner ma vidéo bilan de 2024 et présentation de mes coups de cœur. Cette vidéo évidemment arrive après plein de personnes. Malheureusement, j'ai pas pu la tourner avant puisque les événements ont fait que je n'étais absolument pas disponible. Pourtant, je vous jure, ça fait un moment que je vous la prépare. Je vais parler ici de chiffres pour faire le bilan de 2024. Je vais vous parler des lectures et je vais vous parler sans rentrer complètement dans le détail de mes coups de cœur. Je vais plutôt vous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur et qu'est-ce qui a fait que en cette fin d'année, je me suis dit, celle-ci, elle doit rentrer dans mon top de mes lectures. On y va, c'est parti pour le bilan 2024. Je vais commencer par faire un bilan au niveau chiffres de cette année. J'ai vu dernièrement la vidéo bilan de Lucie Alu. Oui, je sais, je parle beaucoup d'elle en ce moment, mais parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que je vais rappeler quelque chose qu'elle a rappelé dans sa vidéo, c'est que les chiffres ne concernent que moi. Et évidemment, ça n'est pas pour se comparer. Et si vous n'avez pas lu autant ou si vous avez lu bien plus, le but, c'est vraiment pas du tout d'être dans la comparaison. L'année dernière, ça avait été tellement marquant chez moi, ce problème cette envie de ne pas être dans une sorte de compétition que j'avais refusé de donner le nombre de livres que j'avais lus. Cette année, j'ai envie de le dire parce que moi, ça m'a permis de me faire un bilan et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer cette année, de quoi cette année a été composée et de quoi j'ai envie de composer l'année 2025. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. On y va, c'est parti, je rentre tout de suite dans les chiffres. Cette année, j'ai lu 153 livres. C'est plutôt pas mal, je suis assez contente. C'est un petit peu plus que l'année dernière. Alors j'avais sur Babelio, j'avais le nombre de pages et tout ça, mais j'ai oublié. Tout ce que je peux vous dire, c'est que est en tête le genre de la fantasy, clairement, comme d'habitude. C'est un genre, c'est mon genre de prédilection, donc forcément c'est celui qui ressort le plus de toutes mes lectures. Je crois qu'il y a plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine d'œuvres, d'ouvrages qui sont composés, qui sont du style de la fantasy. Sur ces 153 livres, j'ai lu 48 graphiques. Dans les graphiques, je comprends les BD, je comprends également les mangas, je n'ai pas fait de distinction. Et j'ai lu 105 romans. J'ai dû bouger les chiffres plusieurs fois parce qu'entre le moment où j'ai fait le bilan et le moment où je tourne la vidéo, j'avais fait le bilan une semaine avant la fin 2024 et j'ai lu des livres entre-temps, évidemment. Dans ces 153 livres que j'ai lus, j'ai essayé de faire des distinctions de la provenance de tous les livres que j'ai lus. Il y a 25 services de presse que j'ai lus, donc je suis assez contente. J'aimerais bien en lire plus cette année En fait, j'aimerais bien surtout lire les services de presse quand ils arrivent et non pas 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, des fois même. J'ai lu 17 cadeaux divers et variés, que ce soit des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux gratuits dans le sens sans événement particulier. Là où je suis hyper contente, c'est que j'ai lu 46 tomes de saga. Et je suis contente parce que 2023, je m'étais rendu compte que j'avais commencé beaucoup de sagas et j'avais très envie de mettre de continuer en fait et d'arrêter d'en commencer et de continuer un petit peu plus les sagas. Bon, alors, sur ces 46 sagas, il y a 24 suites. Donc, très bien, j'ai continué 24 tomes. Alors, des fois, il y a eu au moins 2 sagas où j'ai lu 2 tomes dans l'année. Mais il y a également 22 premiers tomes de saga. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien ici ou ici, je ne sais jamais, du point de mes sagas que j'ai fait. Je crois que je l'avais fait fin novembre. Donc depuis, évidemment, j'en ai continué et j'en ai commencé. Sur ces 153 ouvrages, il y a... Alors non, pardon, sur les 105 romans, je n'ai compté que sur les romans, pas sur les graphiques, il y a 69 autrices. Pas forcément 69 autrices différentes, puisque des fois, il y a des autrices que j'ai lues plusieurs fois dans l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 69 qui ont été écrits par des femmes et 36 qui ont été écrits par des hommes. C'est un constat que je trouve intéressant parce que je ne m'attendais pas à lire autant d'ouvrages de femmes, écrits par des femmes. Ça, c'était pour le point du nombre de lectures que j'ai pu faire cette année. Maintenant, je vais parler... Alors oui, où est-ce que je l'ai mis? Évidemment, j'ai écrit des trucs partout, donc je ne sais plus. Ma pile à lire. Non, je vous dirai plus tard de combien de livres sont de ma pile à lire. Voilà, je ferai le... Non, je vais le faire maintenant. Je fais les chiffres maintenant et après, je vous parlerai de mes coups de cœur plus tard. Ma pile à lire fin 2024, fin 2024, parce que depuis, il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont rentrés, est composée de 469 livres. Sur ces 469 livres, il y en a 203 qui sont rentrés en 2024. Donc quand on fait le calcul, c'est plutôt pas mal parce que j'en ai presque fait sortir autant que j'en ai fait rentrer.
Il y a 50 livres de décalage. Sauf que le problème, c'est sur les 153 livres, il y en a qui n'étaient pas dans ma pile à lire, puisqu'il y en a certains qui étaient de bibliothèque, de prêt. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. J'ai fait le calcul. Cette année, j'ai 52 services presse qui sont rentrés, ce que je trouve énorme. Ça veut dire que un livre par semaine est rentré de service presse. Je m'attendais pas à ça, c'est pas mal. J'ai 49 cadeaux qui sont rentrés, ce qui me paraît énorme. C'est vraiment, j'ai reçu 49 cadeaux, je trouve ça incroyable. Et j'ai acheté, j'ai acheté, je n'ai pas noté parce que je pense que j'avais commencé à noter et ensuite j'ai fait du déni sur le nombre d'achats. Donc je ne peux pas vous dire combien j'en ai acheté en 2024 puisque en fait je ne les ai pas comptés. En fait, il faudrait juste que je fasse la soustraction, ce que je ne vais pas faire là. Mais en gros, j'ai acheté une centaine d'ouvrages. Sachant que sur cette centaine d'ouvrages, oui c'est ça, il y en a il y en a 102 en fait. Sur les 102 livres que j'ai achetés, il y a plein de livres qui ont été achetés d'occasion, évidemment. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai consommé différemment en 2024 par rapport aux années précédentes. Il y a eu des moments où j'achetais pas du tout. Par exemple, je crois que juillet, août, septembre, je n'ai pas acheté de livres, il me semble. Mais j'achetais par exemple en gros bloc. Quand j'ai fait ma sortie juillet, par exemple, je crois que j'ai acheté presque 30 livres, mais parce que j'ai eu des occasions, j'ai trouvé des livres d'occasion, mais genre hyper pas cher, quoi. Genre, je crois qu'il y en a, il y a un bouquiniste où j'avais des grands formats assez récents, qui étaient à 10 euros les trois, quelque chose comme ça. J'en achète beaucoup aussi quand je vais à Brive. J'en achète beaucoup. J'ai fait un gros achat d'occasion quand j'ai été à Aubusson. Donc bref, en gros, j'achète par vague. Il y a vraiment une vague. Alors qu'avant, j'achetais tout le temps un petit peu. Là, j'achète par vague. Je crois qu'il y a autant de livres qui sont rentrés cette année que l'année dernière, mais j'ai consommé de manière différente. J'ai 47 livres qui sont sortis de ma pile à lire de 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, il y en a 203 qui sont rentrés. Et sur ces 203, il y en a 47 qui sont sortis directement. Donc il y a un quart des livres achetés sur l'année qui sont repartis tout de suite. Achetés ou d'ailleurs reçus, parce que ça comprend tout dedans. En tout cas, il y en a 47 qui sont rentrés et sortis direct. Et il y en a 27 qui sont sortis de ma pile à lire de l'année 2023. Ça, c'est ce que j'ai fait cette année. C'est que comme je rentre toutes mes entrées, depuis 2023, je rentre tout, je peux faire un constat depuis, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Combien de temps ils sont restés dans ma pile à lire. Sachant que, encore une fois, sur les 153 livres lus, il y en a certains qui n'étaient pas de ma pile à lire puisqu'ils sont des emprunts. Ça, c'est ce qui concerne les chiffres. Je vais juste parler de 2 livres que je n'ai pas aimés, parce que j'avais envie aussi de parler des livres que je n'ai pas aimés. 2 grosses déceptions, ou 2 livres vraiment qui... Alors, il y en a plein qui disent « je suis passée à côté ». Moi, je ne peux pas dire que je sois passée à côté. Je pense que je vais être cash. Ce sont des livres que je n'ai pas du tout aimés. Je n'ai pas apprécié ma lecture, et d'ailleurs, je n'ai pas gardé les livres tout de suite. Le premier, il s'agit de Les ombres d'Olivia Jones, qui était un livre que j'avais reçu en service presse. Je ne vous remettrai pas la couverture ici, je n'irai pas la chercher, je n'ai plus le livre avec moi, je l'ai mis en boîte à livres, je crois. Ça parlait voilà, je ne vous parlerai pas de quoi ça parlait. Je n'ai pas aimé, parce que je n'ai pas du tout aimé l'écriture, je n'ai pas du tout aimé le dénouement, je n'ai pas du tout aimé les personnages, je n'ai pas du tout aimé les traitements des personnages. Il n'y a rien qui a fonctionné pour moi dans ce livre. Et le deuxième, je sais que je ne vais pas m'attirer que des amis, je n'ai pas du tout aimé La femme de ménage de Frida McFadden. Si vous avez aimé ce livre, ce n'est pas du tout une attaque, c'est tant mieux s'il vous a plu. Moi, je suis sincèrement, mais vraiment, je suis vraiment désolée, mais je l'ai trouvé pas bien écrit, je l'ai trouvé extrêmement simpliste. J'ai trouvé l'histoire très réductrice. J'ai trouvé les comportements des personnages non crédibles. J'ai trouvé le dénouement catastrophique. Enfin, je suis désolée, mais je suis encore une fois, si vous l'avez aimé, je suis vraiment désolée, mais moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Je ne vais pas m'appesantir pendant 3 plombes sur ces 2 lectures, puisque je n'ai pas envie de descendre des auteurs, ou des autrices en l'occurrence, et je n'ai pas envie de m'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné. J'ai plutôt envie de m'attarder sur ce qui a fonctionné sur cette année 2024. Je voulais faire une distinction de mes graphiques, mes sagas, tout ça. Bon, en fait, je vais moins le faire que ce que j'avais prévu. Je ne vous présenterai pas de graphiques dans cette vidéo, je ne présente vraiment que des romans. Il y a eu des graphiques coup de cœur, mais je ne vais pas les présenter. Je n'ai pas prévu de faire une vidéo dédiée aux graphiques cette année. Je vais juste vous montrer juste
Alors, il y a les tomes uniques coup de cœur, les suites de saga ou début de saga coup de cœur, et après, je crois qu'il y a 6 ouvrages qui sont un petit peu à part et qui sont classés. Donc, je vais commencer d'abord par les suites de saga qui sont des coups de cœur. Les suites de saga qui sont des coups de cœur, donc c'est parti. Oui, c'est ça, j'ai bien distingué. Il n'y a pas de tome 1. Il y a toute la saga autour de la librairie. Je ne vous en ai pas encore parlé en update. Je vais vous en parler très prochainement. Ici, c'est le tome 3. C'est toute la saga autour de la charmante librairie. Je pense que ce que j'aime particulièrement dans cette saga de Jenny Colgan, c'est l'ambiance qu'il y a, dans laquelle je me sens hyper investie en fait avec les personnages. Je les trouve extrêmement touchants. Je trouve que Jenny Colgan va vers un mood qui n'est pas du tout feel good. En fait, moi, je m'attendais à quelque chose de très tranquille et tout ça. C'est pas le cas. Elle aborde quand même des sujets qui peuvent être très sensibles ou assez graves. Et elle le fait avec beaucoup de délicatesse. Et à chaque fois, alors chaque tome, oui, chaque tome, parce que j'ai, en tout cas les 4 premiers, il en reste un cinquième, mais les 4 tomes que j'ai lus, il y a une romance et j'ai beaucoup aimé la romance. Je pourrais pas dire que je suis ou non une adepte de la romance. J'aime bien, mais c'est vrai que je ne vais pas spontanément chercher des livres autour de cette thématique. Mais c'est ce que j'aime dans cette lecture, c'est que justement, j'y trouve ce que je ne lis pas. Enfin, j'y trouve voilà, une histoire d'amour qui me plaît aussi énormément. Dans la suite de saga que j'ai énormément aimé, d'ailleurs, ça fait partie des livres où j'en ai lu 2 de l'autrice en 2024, de la même saga. Et pour continuer dans la même veine, avec une autrice où j'ai lu 2 tomes de sa saga, il y a la saga autour des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Ici, c'est le tome 3. Moi, j'ai enchaîné quasiment le tome 2 et le tome 3 et j'ai acheté 4, 5, 6 quasiment en suivant. Bon, pas dans ce ordre-là, j'ai acheté 5, 6 et après 3, 4. Bref. Mais en tout cas, je suis hyper fan de cette saga dans laquelle je replonge avec délice, avec ce binôme qui est plutôt sympa, plutôt drôle. Et dans ce village, on est sur un cosy mystery, donc avec ce couple qui enquête sur des meurtres qui ont lieu dans le village. D'ailleurs, les deux, je crois que ça se passe en Écosse. Je pense que la thématique écossaise, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Vous verrez, il n'y aura pas que ces livres-là. Et voilà, donc je me régale. Pourquoi cette saga, elle est là? C'est parce que quand je vois les tomes dans ma pile à lire de Julia Chapman, j'ai hyper envie de les lire. Et j'y retourne vraiment avec un plaisir immense. Et toujours, les livres vers lesquels je retourne avec un plaisir immense, même si c'est hyper étonnant vu le sujet, c'est la saga du département V de Jussi Adler-Olsen. Ça, c'est le tome 4. Je n'en ai lu qu'un cette année parce qu'à chaque fois, ils sont assez gros. J'adore les personnages. Je pense que ce que je préfère dans cette saga, ce sont les personnages. Ils sont extrêmement attachants, tous, toute l'équipe du département V. Il y a quelque chose chez eux qui vient me serrer le cœur. Je trouve ça extrêmement poignant, en fait, les liens qui vont se créer les uns avec les autres, cette entraide, cette pudeur, cette délicatesse qu'il va y avoir entre eux. J'adore le fait que Jussi Adler-Olsen il prenne énormément de temps pour poser son histoire. On est tout le temps sur une histoire méga sordide, sur une histoire assez cracra. Celui-ci ne déroge pas à la règle et pourtant, je m'y sens hyper bien. Mais parce que je pense que j'ai un attachement extrêmement fort et je pense que les personnages du département V font partie de mes héros préférés. Oh, j'ai failli m'assommer avec le livre. Préférés de tous les livres que je peux lire, pardon. Je continue avec une suite de sagas, c'est la fin d'une duologie que j'ai laissée traîner pendant bien trop longtemps et j'ai été dégoûtée en fait de trop attendre. Et là, encore une fois, c'est tout qui fonctionnait. C'est la saga de Éléonore de Villepoix, La ville sans vent 2, là c'est le tome 2. Ce que j'ai aimé dans cette saga, dans cette duologie, c'est que c'est extrêmement qualitatif. Pareil, très fort attachement au personnage et l'autrice nous propose un univers extrêmement bien construit. Avec un attrait, enfin une thématique politique qui est très forte. Et je trouve que c'est très respectueux du lectorat, du jeune lectorat. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais parfois, j'ai l'impression que dans les lectures young adultes, on a tendance à brader l'écriture au profit de uniquement les liens sociaux entre les personnages. C'est pas le cas dans cet univers. Cet univers est extrêmement riche, très. Alors oui, il est novateur, c'est clair, mais surtout il est très bien développé et j'ai beaucoup aimé. Si vous lisez la saga d'Éléonore de Villepoix, je ne peux que vous encourager à assez enchaîner les tomes
1 et 2 parce que c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments et on risque d'en perdre, sachant qu'aujourd'hui les 2 livres sont sortis en poche, donc il ne faut pas hésiter, allez-y, foncez. Et enfin, le dernier tome de Saga, qui est un coup de cœur. Normalement, si vous avez suivi mes vlogs, je pense que, ou même mes updates dans l'année, vous n'aurez pas du tout de surprise. Par contre, vous pourrez être un petit peu surpris parce que ça aurait pu être dans mes 6 meilleures lectures, mais parce que il a fallu vraiment que je me creuse. Il s'agit du 2e tome de la saga de Legends and Latte de Travis Baldree chez Inis Éditions. Saga et Sable d'Os. Pourquoi cette saga, elle est là? Parce que cette biologie, parce que je suis hyper bien dedans. C'est vraiment l'un des endroits où je me sens le mieux au monde. C'est l'un des endroits où j'ai envie d'être par-dessus tout. L'un des endroits où j'ai l'impression de rentrer à la maison. Je me sens coucounée avec cette héroïne que j'aime énormément. Les personnages, il y a des histoires d'amour qui sont toujours d'une grande subtilité et d'une grande douceur et dans un respect le plus total. Et j'adore ce qu'elle nous propose. Ce qu'il nous propose, pardon, un monde qui est quand même assez dénué de violence. Et ça fait du bien en fait, parce que des fois la violence, déjà il y en a beaucoup au quotidien, on n'est pas obligé d'en rajouter dans les bouquins, même si j'adore aussi lire des livres avec de la violence, enfin j'adore, ça dépend quel type de violence, mais ça fait du bien aussi d'aller vers une lecture doudou, une lecture où on se sent bien, avec son petit plaid au coin du feu et sa petite tasse de thé. Je vais continuer maintenant avec les sagas, où je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai quand même eu envie de les mettre dans les coups de cœur, parce que je me suis dit, toi, je pense que je vais t'aimer. Je pense que je vais t'aimer. Évidemment, c'est sans surprise que je vous présente un Robert Jackson Bennett, car il ne peut pas y avoir d'année sans Bob, ça n'est pas possible. Je pense que Robert fait partie de mes auteurs préférés au monde, et donc forcément, il se retrouve toujours dans mes bilans. Ici, c'est le tome 1. D'ailleurs, je réalise des Cités Divines, il s'agit de la Cité des Marches, mais j'ai lu également le tome 2, qui est la Cité des Lames, que je ne vous ai pas encore présenté, où je me suis, je pense, peut-être même encore plus régalée que dans le tome 1. Ici, on va suivre un univers, alors il y a marqué steampunk, un univers de fantasy dans lequel on va suivre des enquêtes, et je trouve ça très chouette parce que l'auteur va nous proposer quelque chose dont je n'ai pas beaucoup l'habitude, c'est-à-dire une enquête dans un monde de fantasy. Et c'est un format que j'ai découvert cette année avec un autre titre et que j'aime beaucoup parce que c'est une approche d'un monde de fantasy qui est hyper intéressante et à laquelle je n'avais pas eu encore accès. Donc voilà, hein, Robert, comme d'habitude, vous pouvez lire n'importe quel titre de l'auteur, c'est de la bombe. Si je continue avec les premiers tomes de saga, il y en a 2 que je ne vous ai pas encore présentés, mais qui, je pense, sont très prometteurs. Le premier, il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je l'ai énormément aimé et je vais très vite enchaîner avec le tome 2 puisque c'est une duologie. Ce que j'ai aimé dans ce tome-là, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un espèce de parfum de Game of Thrones, un parfum du Trône de Fer de George Martin que moi j'ai énormément aimé en bouquin. J'ai énormément aimé la série, mais ça, on n'en parle pas puisque c'était une autre partie. Mais voilà, il y a eu ce parfum de fantaisie autour des dragons. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Alors, il y a beaucoup moins de personnages, c'est beaucoup plus abordable, mais c'est quand même c'est une super saga de fantasy, enfin, pour l'instant, parce que je n'ai lu que le tome 1, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter dans les premiers tomes de saga, c'est pareil, je ne vous ai pas encore présenté en update. Il s'agit du premier tome de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé, qui est une petite bombasse. J'ai énormément aimé, d'ailleurs je viens de réaliser qu'il me manque un tome 1, que je ne vous ai pas présenté, que je vais attraper tout de suite avant de l'oublier. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai aimé l'univers qu'on nous décrit et notamment j'ai énormément aimé tout ce début sur le bateau avec vraiment ce côté périple dans lequel je me suis sentie où j'ai ressenti un attachement très fort au personnage. Et j'ai tellement hâte de lire la suite que c'est le premier livre que j'ai acheté en 2025. Et je le sors tout de suite avant de l'oublier. Le dernier livre, premier tome que j'ai lu et qui m'a fait complètement craquer. Il s'agit du premier tome de Steam Sailor de Steam Sailor, pardon, de Elias Green. Je dis que le premier tome parce que je n'ai lu que le premier, donc je suis au signé là à peu près, vous voyez. Et ce livre m'a fait découvrir que j'avais un amour incommensurable pour les récits se passant sur les bateaux. Voilà, alors que là on est sur un bateau volant, mais c'est pas grave, c'est le principe du bateau. Je me suis rendu compte en 2024 que les récits sur les bateaux, ça me faisait un effet de ouf. Je sais pas pourquoi. Alors que jusqu'à présent, je me suis toujours dit, ça va me saouler, on est sur une espèce de truc un petit peu fermé, tout ça. Mais pas du tout,
pas du tout, j'adore. Donc là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller me replonger dans l'écriture dans la lecture de ce tome 2, parce que c'est pas moi qui l'écris, hein, n'est-ce pas? Je ne fais que le lire et j'ai vraiment énormément aimé. Je tiens à ressouligner la beauté de cet ouvrage, voilà, qui est quand même assez splendide, et j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Avant de terminer avec mes gros coups de cœur de l'année 2024, je voudrais vous présenter 3 ouvrages qui sont des coups de cœur sans être des coups de cœur. Enfin, ce sont des lectures qui sont un petit peu particulières. Ce sont des lectures qui, quand j'ai fait un bilan de mois à mois, je me suis rendu compte qu'elles m'avaient extrêmement marqué. Pour des raisons différentes, mais ce sont 3 lectures qui m'ont énormément marqué. Ce sont des tomes uniques, donc je vais vous présenter. Le premier, c'est Druide d'Olivier Perru. Celui-ci m'a énormément marqué parce que ça m'a fait découvrir le côté enquête de fantasy. Voilà, je ne connaissais pas cette formule-là et je vous avoue que je l'ai beaucoup aimée. Et ça a ouvert une porte dans mon univers de fantasy qui est déjà bien construit parce que c'est quand même c'est mon genre de prédilection. Donc forcément, je commence à en avoir lu un petit paquet. Et j'ai trouvé ça hyper chouette que ça m'ouvre cette perspective. J'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai trouvé le traitement de l'histoire super intéressant parce qu'on ne tombe pas tout à fait dans les mêmes tropes que d'habitude et je crois qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans cette histoire. Et c'est pas toujours le cas. Donc j'ai trouvé ça vraiment super chouette, mais c'est vraiment le côté enquête, ce que ça a ouvert pour moi comme je vous dis, vraiment dans mon monde de fantasy. Dans les livres qui m'ont extrêmement marqué, il y a Sous la porte qui chuchote de Tijikun, que je n'avais pas annoncé comme un coup de cœur quand je l'ai lu. Et en fait, j'ai réalisé que si ça avait été un coup de cœur, parce qu'il m'a énormément marqué. J'ai le souvenir d'une ambiance avec ce monde qui se passe après la mort, qui m'a beaucoup marqué et qui a laissé beaucoup d'empreintes en moi. Et c'est comme ça que je sais si une lecture est un coup de cœur ou pas. C'est est-ce qu'elle a lancé, quand je repense à cette lecture, quand je me replonge, quand je me penche sur l'empreinte qu'elle a laissée, qu'est-ce que ça génère chez moi comme sentiment? Et quand ce sentiment, c'est un sentiment de bien-être, juste de bien-être, je me dis, ça c'est un coup de cœur en fait. Et la dernière lecture qui n'est pas du tout un sentiment de bien-être, mais qui pourtant est une lecture coup de cœur parce que je l'ai trouvée incroyable, et je suis pas sûre pareil que je l'ai noté dans les coups de cœur, il s'agit du Temps des Grêlons d'Olivier Mac Bouchard, qui est une lecture extrêmement surprenante, pas du tout drôle, pas du tout doudou, pas du tout mignonne, mais nécessaire en fait, parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses, j'ai des poils de chat, elle permet de comprendre comment des fois on bascule très progressivement et très doucement, mais très naturellement, dans l'horreur de l'humanité. Et cette lecture a été extrêmement glaçante parce que elle fait comprendre beaucoup de choses. Je vais terminer enfin par mes 6 coups de cœur ultimes de l'année. Je les ai classés. Ça n'a pas été facile et je ne suis pas sûre. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que non, ce n'est pas terminé puisqu'il manque un titre que je ne vous ai pas présenté dans les tomes uniques. Excusez-moi. Je n'ai pas le livre, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé. Il y a D'or et d'oreiller de Flore Vesco que je vous mettrai ici, qui a été un coup de cœur parce que Flore Vesco. Voilà. Que dire de plus? Parce que Flore Vesco, elle a une façon d'écrire qui est absolument incroyable. Dans ce livre, on va parler d'un sujet dont on parle peu, je trouve, dans les livres young adultes, qui est lié à la sensualité et à la découverte du corps à l'adolescence. Et j'ai trouvé qu'elle le faisait à la perfection, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, mais elle le dit et ça fait énormément de bien. C'est un ouvrage que je vous conseille d'offrir à des adolescents, alors pas trop jeunes, évidemment, et surtout, il faut sonder le tempérament de chacun, parce que tout le monde n'est pas prêt à lire tout type d'ouvrage. Après, ça reste Flore Vesco, donc, et elle parle avec beaucoup de subtilité et beaucoup de finesse. Donc, mais voilà, c'était un ouvrage que j'ai énormément aimé. Et c'est avec ce titre-là que je viens clôturer les livres avant les coups de cœur ultimes. Lesquels sont-elles? Alors, ça a été compliqué, je les regarde là encore une fois. D'ailleurs, il n'y en a pas 5. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'en ai 6. Mais non, j'en ai 5. Mais non, j'en ai 6. Je ne comprends pas comment j'ai classé.
En fait, je ne les ai pas classés correctement, donc je vais être obligée de mettre sur pause et de revérifier. Ça y est, c'est bon, je m'en sors. Et bah dis donc, cette année, ce sera compliqué. Hein. Vous n'avez pas vu toutes les coupures, mais entre les moments où je me mélange, bon bref, ça c'est un peu toujours chaque année, c'est pas grave. Je vous présente, donc il y a 6 livres qui sortent du lot. Alors au total, je ne sais pas combien j'en ai, c'est pas très grave. Il y a 6 livres qui sortent vraiment du lot de cette année en dehors de ceux que je viens de présenter, qui sont évidemment des très 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 bonnes lectures, puisqu'ils sont dans mes coups de cœur. Mais ceux-là, j'avais envie de marquer un petit peu plus le coup. Et je les ai classés parce que, pour le coup, ça venait assez naturellement. Celui qui arrive en 6e position, il s'agit de Emils, et non pas Emilis, comme je l'ai dit 1 milliard de fois. Emils d'Emmanuel Chastelière chez Argile. Pourquoi ce livret-là? Parce qu'il m'a fait lire un livre d'une période à laquelle je n'étais pas habituée. On est en moins 218 avant Jésus-Christ. Parce que il m'a fait découvrir l'écriture d'Emmanuel Chastelière, que je trouve extrêmement qualitative, tout en nuance et en subtilité. Parce que le personnage d'Emils est un personnage qui fait des choix particuliers, qui fait des choix qui ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Contrairement à ce que la couverture peut laisser penser, on n'est pas... alors ça peut s'adresser à un lectorat young adulte, mais c'est aussi une lecture adulte complètement. Emmanuel Chastelière, dans ce livre, va nous proposer un univers qui nous sort un petit peu de tout ce qu'on voit tout le temps, et ça fait du bien. Si j'ai autant aimé ce livre, c'est parce que c'était vraiment me mettre le pied à l'étrier de l'écriture de l'auteur, vraiment me plonger dans un univers nouveau, et avec cet attachement très fort à cette héroïne que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. En 5e position, je pense que, bon, vous n'allez pas être surpris de toute façon de toutes ces lectures. C'est une lecture qui m'a marquée, c'est une lecture que j'ai offerte, tellement elle m'a marquée. C'est une lecture que je relirai. C'est une lecture qui est venue me chambouler au plus profond de mes convictions, même si j'étais pas très éloignée non plus de cette lecture, mais il y a des choses qui vraiment sont venues me secouer et qui, je pense, maintenant qu'elles ont été secouées, ne reviendront plus du tout dans le même ordre. Vous vous doutez bien que je veux parler de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est un titre qui secoue. Qui secoue parce qu'elle vient nous parler de plein de choses. Elle vient nous parler à nous en tant que femmes, mais elle vient parler à tout le monde en fait. Elle vient parler aux hommes, elle vient parler aux enfants. Bon, après, ça reste un essai. Évidemment, vous n'allez pas le lire en lecture du soir à vos enfants ou à vos petits-enfants ou à vos neveux et nièces, mais n'empêche que c'est une lecture qui, je trouve, est nécessaire parce qu'elle vient nous ouvrir les yeux sur plein de choses. Encore une fois, il y avait plein de choses que je savais, mais ça m'a aussi fait prendre conscience de tout un pan des attentes autour des femmes, dont même si on le sait, en fait, de le voir écrit, ça fait quelque chose. C'est une lecture qui me marquera beaucoup, et je pense que je le relirai, et si jamais vous ne l'avez pas lu, je ne peux évidemment que vous encourager à le lire. Et je répète ce que j'ai déjà dit, pour moi, il devrait être au programme scolaire. L'ouvrage suivant, qui est donc en 4e position, je ne l'ai pas. Je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté, puisque en fait, voilà, si je pouvais, je le conseillerais à tout le monde. Je vous mettrai la couverture ici. Il s'agit des Semeuses de Diane Wilson. Ce livre m'a énormément touchée, encore une fois, parce que lui aussi, il est venu me sortir de ma zone de confort. On va suivre ici l'histoire de personnes natives américaines et des personnes natives américaines, pardon, excusez-moi. Et on va suivre leur histoire et à travers différentes temporalités. Et j'ai trouvé le rapport à la terre, à la terre qu'on touche et à la terre qu'on a et à tout l'héritage qu'on transmet extrêmement fort. C'est un livre qui m'a fait découvrir l'écriture de Diane Wilson et qui m'a fait découvrir un pan de cette histoire américaine. Évidemment, je la connaissais, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être dedans, en fait, d'être avec les personnages et de vivre leurs émotions, ce qui m'a vraiment totalement transportée. Les 3 dernières lectures ont provoqué une émotion chez moi tellement forte qu'elle se trouve en 3e. C'est les 3 dernières positions. Ça a été compliqué de les classer. Elles pourraient presque être interchangeables. Donc je les mets 3, 2, 1, mais on n'est pas loin quand même de pouvoir les modifier. Elles ne m'ont pas toutes provoqué les mêmes émotions et elles ne parlent d'ailleurs toutes les 3 pas du tout du même sujet. C'est ça qui est intéressant avec les bilans, c'est de voir que en fait, je pars dans des directions complètement différentes.
Sans surprise, se trouve en 3e position Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui a été ma première lecture de 2024 et qui m'a fait pleurer. Mais alors pleurer, ça a été... cette année, j'ai pas pleuré pour beaucoup de livres, j'ai pleuré pour Les Semeuses, pour celui-ci, peut-être pour 2 ou 3 autres de plus, mais j'ai pas beaucoup pleuré. Mais celui-ci, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de femme, c'est l'histoire de cette femme qui est jugée pour sorcellerie et qui va nous raconter son histoire en Écosse. Et oui, on y revient, voilà, il faut quand même que je pense qu'il y a une thématique avec l'Écosse, hein. Il y a quand même quelque chose, il faut que je me penche dessus, peut-être qu'il faut que j'y aille, je ne sais pas, mais il y a un truc avec l'Écosse. Et je sais que j'ai longtemps cru dans l'année que cette lecture serait ma lecture préférée, enfin ma lecture favorite de 2024, et on n'en est pas très loin. C'est pour ça que je vous dis c'est presque interchangeable. Cette histoire, j'avais très envie de l'aimer, très 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 envie de l'aimer. Et là où ça a été très fort, c'est que je l'ai aimé encore plus que ce que j'avais envie de l'aimer. Et c'est difficile parce que des fois, quand on a très très envie d'aimer un livre, on a des telles attentes que on est forcément déçu. Et là, ça a dépassé mes attentes, ça a été absolument incroyable. En 2e position, pareil, si vous suivez mes vlogs, je pense que vous n'avez pas de grande surprise. Vous savez mon attachement à cet auteur, vous savez ce que ça génère chez moi, vous savez au moment où j'en parle, au moment où je vais pour vous le présenter, j'ai encore la gorge qui se serre, j'ai encore les larmes qui viennent aux yeux. C'est toujours compliqué, mais ce livre a été une étape trop cruciale dans ma vie de lectrice vis-à-vis de cet auteur. Il s'agit évidemment de la biographie de Terry Pratchett, Une vie avec notes de bas de page de Rob Wilkins, que j'ai lu sur un temps assez long parce que j'avais besoin de digérer à chaque fois ce que je lisais. On va suivre ici la vie de Terry Pratchett, alors pas à partir du moment où Rob Wilkins rentre dans sa vie, puisqu'en fait c'était son assistant, et on va suivre, il va nous raconter un peu l'histoire avant, mais on va très vite comprendre que cet assistant a été pas seulement un assistant d'écriture, pas seulement un assistant professionnel, mais un assistant de vie. Il l'a suivi tout au long de sa vie. Ça m'a permis de rencontrer un Terry qui est bougon et ronchon, mais que je n'en aimais pas moins pour autant. Un Terry très fort, très humain et qui m'a redonné le petit boost qui a fait que je me suis remise à lire les Annales du Disque Monde, ce que je n'avais pas fait depuis, je pense, 3-4 ans. C'est un livre, si vous êtes des amoureux de Terry Pratchett, il faut le lire parce que on nous parle ici d'un Terry qui est notre Terry. Voilà, celui qu'on avait tous envie de rencontrer. Celui, je vais essayer de ne pas pleurer, celui que moi personnellement j'aurais aimé rencontrer, mais la vie a fait que ça n'a pas été possible. C'est compliqué, dit donc Terry Pratchett. Je pensais que j'avais fait un sacré travail en 2024, mais apparemment, 2025, il va falloir continuer. Terry Pratchett reste, je pense, mon auteur favori, même si Bob est vraiment pas loin derrière. Terry restera à tout jamais l'auteur qui m'a le plus impacté et qui aura suscité chez moi le plus d'émotions et chez qui le personnage derrière l'auteur, enfin derrière les écrits de l'auteur, m'aura le plus touché de toute ma vie, je pense. Dernier livre, alors là c'est pareil, si vous avez suivi mes derniers updates ou mes dernières vidéos, ce sera sans surprise. Ce livre-là, je me suis tâtée à le mettre en première position, mais il a généré chez moi quelque chose de très particulier. Évidemment, il s'agit de Millepertuis, le premier tome de Julia Thévenot. Pourquoi est-ce qu'il est en première position? Parce que il m'a fait presque faire une nuit blanche de lecture. Et que ce n'était pas arrivé, cette avidité de lire, de savoir, de comprendre, n'était pas arrivée depuis hyper longtemps. Et pour ça, je remercie l'autrice. L'autrice qui vient nous parler d'une adolescence poisseuse, d'une adolescence textile, mais pas du tout, c'est pas du tout le bon terme, c'est pas ça que je voulais dire, sensorielle, cette... pas naturelle, mais je vais pas avoir évidemment le bon terme, et quand je vais faire le montage, je vais me le dire à moi-même. Mais vraiment cette magie en fait qu'on va avoir qui est très instinctive, très animale en fait, et que j'ai adoré. J'ai adoré qu'elle nous parle de sang, qu'elle nous parle de toutes ces sécrétions, de tout ça, et de ces histoires, de ces personnages qu'on voit nulle part. Ce qui se passe dans l'imaginaire de Julia Thévenot, mais ça n'est pas possible en fait, ça n'existe pas ailleurs. Moi personnellement, je n'ai jamais vu des personnages avec des caractéristiques comme ça. Elle fait des choix de personnages que nous n'avons nulle part ailleurs. Elle les décrit d'une façon qu'on
qu'on retrouve pas, parce qu'en fait, on les retrouve pas ailleurs. Donc, c'est absolument incroyable. J'attends évidemment le deuxième tome avec grande impatience, évidemment. Vous vous en doutez. Normalement, je crois qu'il va sortir dans l'année, peut-être. J'espère, très fort. Je croise très fort les doigts. Si vous ne connaissez pas Millepertuis, évidemment, je vous encourage à le découvrir. C'est l'une d'entre vous qui m'a offert ce livre, me disant il faut absolument que tu le lises. Et Hélène, je t'en remercie encore infiniment. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux lectures communes que j'ai pu faire autour de ces livres. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y en avait plein. Barbara, Claire, Jessica. Est-ce qu'il y a eu Étienne cette année dans cela? Je ne crois pas. Fanny, toutes les personnes, Marie. J'ai eu plein de personnes qui m'ont accompagnée sur ces lectures communes tout au long de l'année. Je crois d'ailleurs que quasiment tous les livres que j'ai lus, pas loin, je les ai lus en lecture commune avec une des personnes du Patreon. Et à chaque fois, c'est vrai que ça rajoute un petit plus en fait à la lecture d'avoir cet échange-là. Je tiens évidemment à tous vous remercier pour cette année qui a été complexe. L'année 2024 a été complexe. Je pense que l'année 2025 sera encore plus complexe. Et je tiens à vous remercier pour votre présence sur cette chaîne, pour vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels ont été par exemple vos 3 plus gros coups de cœur. Parce qu'il y a plein de livres qui sont suggérés par vous, que ce soit via, là, Hélène m'avait offert le livre, mais par des commentaires ou sur des échanges sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que je suis énormément influencée par ce que vous me proposez, notamment toutes les personnes du Patreon. On fait un live une fois par mois d'1 heure. Le dernier a duré 1h30, mais en moyenne, il dure 1 heure. Et je sais que tous les derniers livres qui sont rentrés dans ma wishlist viennent de ce moment-là. Donc clairement, je suis hyper influencée par vos propositions. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles ont été vos 3 meilleures lectures de 2024 et également à me dire, par exemple, si vous avez envie, combien de livres vous avez lus. Bref, toute information que vous aurez envie de mettre. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, n'en mettez pas. Si vous n'avez pas envie de mettre de pouces, n'en mettez pas. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, ne vous abonnez pas. Je pense qu'on a trop d'injonctions à toujours faire. Évidemment, tout ça soutient le travail que je vous propose. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave, c'est ok. Voilà, c'est tout. J'avais envie de finir cette vidéo en vous disant, c'est ok, vous faites ce que vous avez envie et j'espère en tout cas que vous prenez plaisir à regarder ce que je vous propose. Je suis très, 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 très contente d'avoir pu vous proposer ce bilan de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse évidemment très, très fort et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!